Salut à tous, ici Groom Bourguignon, prêt pour l'interrégion. Ouais. Première interrégion pour la team Burgonde, c'est quand même pas mal ça, hein. Bon, l'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter la liste que je vais jouer ou que j'ai joué. Et oui, aujourd'hui je suis en train de filmer, nous sommes le mercredi juste avant l'interrégion. Je vais vous dévoiler un petit peu les plans de ma liste, mais forcément pour maintenir le suspense, je vais publier la vidéo que après l'interrégion, que mes futurs adversaires ne découvrent pas mes techniques de fourbe de gobelin. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu la liste que je vais jouer. Il faut juste que je précise qu'on joue en 0.203, donc forcément au moment où la vidéo sortira, les règles seront déjà un petit peu obsolètes et du coup il y aura eu des petits changements, on ne pourra pas refaire exactement la même liste, c'est sûr. Bon bref, en tout cas, nous on y va pour s'éclater, pour éclater quelques adversaires aussi, et puis je vais vous présenter la terrible armée de Grumbach qui va affronter, je sais pas encore qui, mais en tout cas qui va représenter la Bourgogne. Quoi de mieux pour vous présenter cette vidéo que d'utiliser mon beau plateau de présentation réalisé spécialement pour l'interrégion avec cette nouvelle idole, mais avec toujours la boîte à meux dedans, évidemment. Choix évident. Donc il y a toujours, voilà. Hop. Elle a été un petit peu retravaillée, mais j'ai gardé la boîte à meux. Commençons tout d'abord par le général Grumbach le Terrible, un seigneur orc en fer. Donc celui-ci est équipé d'une paire d'armes avec inscription bénie, et il a aussi l'appel du destin. Il coûte exactement 475 points, et en tant que seigneur de guerre orc en fer, eh bien il a quand même des bonnes stats, avec 4 attaques CC7 force 5, 6 au premier round d'un combat, PA2 voire 3 au premier round d'un combat, 4 en agilité, la faiblesse des orques. Et voilà quoi, il envoie des bonnes patates, il a la relance des jets pour blesser, il a les attaques divines, donc en général il fait quelques pertes dans les régiments en face. En défense, ah oui, alors sachant qu'il se bat avec une paire d'armes, j'ai oublié de dire ça, il a une CC offensive à 7, donc il passe à 8 en CC offensive lorsqu'il attaque. Bon, en défense il a CC offensive 7 et une résistance de 5 avec une sauvegarde à 4+, suivie d'une agide à 4+ aussi. Ensuite, je vous présente ma grande bannière, donc le Podzob, porteur de grande bannière, caïd gobelin des cavernes, avec juste la couronne du roi des cavernes. Donc voilà, il est un petit peu à poil et il a simplement une couronne qui permet de donner l'avant-garde et le repli tactique à l'unité de gobelins qui l'a rejoint. Et ça ajoute 6 pas à sa règle ralliement au drapeau en tant que grande bannière. Ce qui me permet quand même de couvrir un assez grand nombre de troupes, d'être un petit peu dispersées tout en bénéficiant quand même de la grande bannière. Alors il y a une petite feinte, je vous l'expliquerai après, il y a un autre truc que je vais tester avec la couronne du roi des cavernes. Je finis de présenter les troupes et puis je vous expliquerai ça après. Enfin, il faut que je précise que ma grande bannière coûte 210 points. Ensuite, j'ai donc deux héros, deux caïds gobelins des cavernes sur Nirk des cavernes avec lance de cavalerie, bouclier. Alors ils n'ont pas tout à fait le même équipement magique. Il y a Zungob le taré qui lui a la gemme de feu de dragon, donc qui lui le protège en fait des attaques enflammées. Et il y a Garzbach le toufou qui lui a l'injection de basalte. Donc c'est la même chose mais ça lui rajoute un point de sauvegarde d'armure. Donc du coup ces deux petits électrons libres là ils ont quand même un rôle assez varié, ils coûtent pas très cher. Il y en a un qui vaut 165 points et il y en a un qui vaut 180 points. Bon, on les connaît, ces deux héros, leur rôle il est assez multiple, ils peuvent mine de rien venir donner un petit coup de boost lors d'une charge avec 3 attaques avec la lance de cavalerie, on passe à force 6 pour le gobelin, 3 attaques force 6 de la monture, une touche d'impact force 6, un piétinement force 6, donc il y a quand même un petit... c'est quand même pas anodin non plus. Ça peut jouer le rôle de redirecteur. C'est assez chiant quand même à tuer parce que ils ont la règle cible difficile, ils ont une sauvegarde d'armure, donc il y en a un à 4+, et l'autre à 3+, et du coup ils sont protégés du feu.
Donc c'est quand même, puis c'est hyper mobile puisque ça vole. Donc voilà, ça reste quand même un choix stratégique assez intéressant. Vient ensuite, et pour finir les personnages, donc le féticheur gobelin commun Voldemort, qui est donc maître magicien de la pyromancie. Il coûte 420 points, puisqu'il est équipé aussi du talisman du vide et de l'héritage magique. Donc lui lui aussi il est à poil, va falloir le planquer quelque part. Il connaît donc 5 sorts, dont le sort héréditaire de l'armée. Donc les autres, ça sera souvent des blasts et puis le sort qui donne quand même plus 1 pour blesser, qui est quand même assez intéressant sur l'armée. Et puis le talisman du vide me permet d'avoir 2 en canalisation pour toute mon armée. Passons maintenant à la catégorie unité de base. J'ai déjà 45 gobelins des cavernes avec 3 boulets fous, porte-étendard avec bannière de la compagnie infatigable et bouclier. Cette unité vaut 515 points et en fait j'ai sa sœur jumelle qui est exactement la même unité au point près, à l'équipement identique et qui va être en fait une grosse partie de ma base. Alors le concept, je l'explique tout de suite. Parce que justement c'est là où ça devient amusant. J'ai souvent tendance à jouer mes orques et gobelins en attendant un petit peu des fois trop longtemps que l'adversaire vienne sur moi et trouver le bon moment pour lancer les boulets fous. Là j'ai décidé en fait de provoquer un peu les choses et de plus être l'acteur en fait du choix des charges et tout ça. Et donc je peux faire un mouvement une marche forcée de 15 pas à mon unité de gobelin. Donc me positionner vraiment juste devant une unité pour lui balancer les 3 boulets fous dans la tronche, genre m'arrêter à 1 pas d'unité pour que les 3 boulets fous traversent et que l'unité se prenne 3 des 6 touches force 5 avec perforation et tout ça. Le but de la manœuvre après c'est d'enchaîner avec mes tirs de catapulte, je reviendrai après, j'ai 2 catapultes et la magie offensive de la pyromancie. En une phase ça peut être la grosse catastrophe chez l'adversaire. Là où ça devient assez intelligent de le jouer, je prends un exemple, mes gobelins avancent, ils s'arrêtent à 1 pas d'une unité d'élite en face, alors faut pas qu'elle soit non plus trop armurée, mais bon, même en général ça c'est quand même pas mal. Admettons je m'arrête à 1 pas, je lâche pas les boulets fous tout de suite, je les lâche au début de la phase de tir. Donc pendant la phase de magie, je peux par exemple lancer les nappes de braise sur l'unité. À ce moment là l'unité elle est encore complète, donc toutes les figurines se prendraient une touche force 3, donc sur une grosse unité de 30 guerriers, même si c'est des guerriers nains à endurance 4, il y en a forcément une petite poignée qui va partir avec ce sort. Ou alors ça oblige l'adversaire à le dissiper. Et du coup moi avec les dés qui restent, je peux facilement lancer une petite boule de feu et puis la coulée pyroclastique pour balancer plein de touches de force 4. Ensuite, début de la phase de tir, blam, les fanatiques sont lancés. Donc avec les boulets fous du coup qui traversent les unités, qui font 3 des 6 touches force 5, perforation d'armure jeu 3 et du coup l'unité elle en prend encore assez cher en général. Et enfin le coup de grâce arrive avec les catapultes des peaux vertes, avec les lances kamikazes qui rajoutent en fait des touches force 5 avec pénétration d'armure 4. Donc si je déchaîne toute la colère de mon armée sur cette unité là, en général elle morfle quoi. La feinte que je vous disais tout à l'heure avec la grande bannière, si je me débrouille bien dans mes mouvements, alors je peux essayer de vous montrer, bon sur le plateau de présentation c'est peut-être pas très facile de vous montrer ça, mais bon admettons, il faut voir que moi je peux avoir un mouvement d'avant-garde. Puis si je déploie ma grande bannière dans l'unité de gobelins. Donc imaginez en fait, la grande bannière est déployée dans les gobelins, elle fait un mouvement d'avant-garde. J'avance de 12 pas, je suis déjà au milieu de la table. Lors du tour qui suit, moi je choisis déjà de faire bouger ma grande bannière, lui faire une marche forcée pour qu'elle sorte de ce régiment de gobelins et qu'elle aille se planquer dans l'autre régiment de gobelins derrière. Et puis ensuite, mon régiment de gobelins qui a fait l'avant-garde choisit d'utiliser le pouvoir de sa bannière magique pour faire une marche forcée de 15. Ça veut dire que entre l'avant-garde et la marche forcée de 15, je peux faire un mouvement de 27 pas, ce qui est quand même assez énorme, et je peux me placer dans une position adéquate pour envoyer les boulets fous vraiment pour pourrir l'adversaire en lui balançant ça dans sa zone.
Donc voilà, ça c'est le concept. Après, bien sûr, un adversaire malin va peut-être le voir, et puis il faut faire aussi en fonction des décors. C'est pas aussi simple que ça y paraît. Mais sur les quelques parties tests que j'ai pu faire, il y a vraiment un gros coup de rush, et puis ça met tout de suite la pression. C'est sur un flanc, c'est quand même pas mal quoi. Et si l'adversaire en réaction il décide de me charger avec un petit truc parce qu'il voit arriver le piège, et ben pas de problème, je peux choisir de garder mes boulets fous et d'encaisser la charge d'un petit truc pour les balancer plus tard dans la partie. Ou si lui au contraire il met un petit aigle ou je sais pas quoi, un petit truc devant en espérant faire sortir mes boulets fous à l'ancienne, et ben moi je charge, et dans ce cas je lance pas les boulets fous non plus. Donc voilà, il faut que je joue assez subtilement, ce qui est pas évident forcément quand on est un orc, mais voilà, la subtilité orc c'est pas toujours très fin, mais voilà, on va essayer de faire un petit truc un peu rigolo comme ça. Bon, je continue de vous présenter les troupes parce que j'ai pas tout à fait fini, il n'y a pas que ça bien sûr. Il y a quand même de quoi planquer parce que bon, la grande bannière elle va pas rester dans l'autre régiment de gobelins non plus. Donc à un moment donné, cette grande bannière il faut qu'elle rejoigne l'unité qui la protège. Donc du coup, je joue 20 gobelins communs avec armure légère, bouclier, arc, musicien, porte-étendard et la bannière de discipline. À la lecture de la liste, l'adversaire peut-être penser que ma grande bannière sera déjà déployée dans ce régiment-là au début, alors qu'en fait c'est pas du tout mon plan. Enfin, sauf si vraiment ça m'arrange pas de faire une avant-garde. Je peux, rien n'est figé. Et du coup, les 20 gobelins, eux, leur rôle c'est d'être derrière. Dans le régiment, il y aura autour 2 voire 3 la grande bannière et dès le début le magicien. Donc eux, voilà, ils sont tranquillement derrière les troupes. Ils font des tirs de volée parce que voilà, c'est toujours quelques touches en plus qui peuvent retirer un dernier petit point de vie à un truc pénible. C'est toujours utile. Et en plus, c'est des gobelins communs. Parce que ils peuvent avoir l'armure légère et le bouclier, ce qui fait qu'ils ont la règle parade et une sauvegarde d'armure à 5+, quand même. J'ai pas précisé, les régiments de 45 gobelins, bien sûr, leur rôle, c'est plutôt d'avoir des rangs, donc d'être déployés en front de 5 sur 9 rangs. Avec la règle parade, en général, ils tiennent quand même un petit moment, ils restent tenaces un petit moment, avec la règle indomptable. Ce qui permet quand même de bloquer assez vite un régiment, surtout si le régiment, comme je l'ai expliqué avant, il s'est pris tous les tirs, toute la magie et les boulets fous quoi. Enfin, si vraiment l'armée en face me le permet, ça va être quelque chose qu'il va falloir que je modifie en fonction de l'adversaire. Je peux éventuellement me permettre de les jouer en horde pour taper sur un rang de plus, mais bon, c'est pas le plan au départ. Voilà, donc là vous avez un petit peu le gros de l'armée, le gros de la stratégie, enfin une partie de la stratégie. Donc après, il y a quand même rien de très très fort pour le moment. Donc maintenant on va passer à la catégorie des unités spéciales, et vous allez voir que du coup il y a quand même un petit peu de choses qui tabassent. Donc en unité spéciale, il y a un régiment de 28 orques en fer, avec un état-major complet, avec la marée verte, qui me permet de combattre sur un rang supplémentaire. Les orques en fer, bon, c'est vraiment à mon avis l'unité clé de cette version 0.203 des orques et gobelins. Elle n'a pas arrêté de baisser en prix, et là avec la marée verte et puis la nouvelle règle de nez pour la baston, on peut éventuellement se débrouiller pour avoir des orques qui combattent à force 5 pendant plusieurs rounds de combat. Donc c'est quand même pas mal quoi. Ils ont une CC offensive de 5 avec la paire d'armes, ils passent à 6. Quand vous commencez à avoir CC 6, ça rigole pas. En défense, ils ont une CC de 5, une résistance de 4, une sauvegarde d'armure à 4+, avec l'armure de plate. N'oublions pas que, parce que bon, moi en général je les joue avec la paire d'armes. Si je tape sur 3 rangs, ça fait quand même assez mal. Je les déploie pas en horde, ils ont beau être 28, je vais pas les déployer en 7x4. Déjà parce qu'ils vont être rejoints par le général, et pour avoir des bonus de rang. Je me suis aperçu dans mes parties test que ça manquait quand même. C'est pas non plus... c'est l'unité d'élite chez les orques, mais c'est pas non plus hyper bourrin, quoi. C'est fort, mais c'est pas... il y a plus fort dans le jeu. La paire d'armes leur permet d'avoir 2 attaques. Taper sur 2 rangs supplémentaires, ça me permet d'avoir quand même pas mal d'attaques quand ils attaquent. Si vraiment il y a un truc très très costaud en face, ils vont privilégier l'arme lourde à la paire d'armes. Bien sûr, ils tomberont à CC5,
mais ils auront force 6 et force 7 au premier round d'un combat. Donc voilà, contre les grosses endurances ou les gros armurés, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Et puis enfin, si je veux un peu plus les protéger, on peut toujours se battre avec armes de base bouclier. La règle parade leur servira pas à grand chose si ce n'est leur monter leur CC défensive à 6. Et puis l'autre intérêt du bouclier, c'est que du coup ils auraient une sauvegarde d'armure à 3+, quoi. Donc voilà. Le général rejoint l'unité qui devient tenace du coup. Donc bon, ça reste quelque chose d'assez stable et d'assez central dans l'armée. Le coût de l'unité d'orque en fer, c'est quand même aussi assez cher, hein, mais ça les vaut, c'est 743 points. Après, je vais assez vite, je vous en ai déjà parlé, je joue 2 lances kamikazes avec Hortatorque, d'accord, qui me permet qui donne quand même pas mal de bonus, ce petit Hortatorque, puisque du coup il nous ajoute 1 en discipline, il nous ajoute un point de vie, il nous permet d'être grand et donc de tirer par-dessus nos troupes, il nous permet aussi de relancer un jet d'incident de tir en sacrifiant un point de vie, parce que quand sur le premier lancer de la partie vous faites un incident de tir suivi d'un nouveau un 1, vous êtes bien content d'utiliser le pouvoir de l'Hortatorque pour finalement ne perdre qu'un point de vie et avoir quelque chose de moins grave, quoi. Bref, du coup voilà, ça vaut 200 points. Et enfin, j'ai fait des tests et finalement il me manquait dans mes parties, donc je ressors, j'ai pu en sortir que 2, mais je ressors mes amis les géants parce que j'adore ça, j'adore ces figurines et puis voilà, quoi. Alors c'est sûr, il a par rapport aux règles précédentes, il est plus c'était excellent quand il était tenace avec sa discipline, enfin à l'époque c'était le commandement, mais son commandement de 10 et la ténacité, son attaque aléatoire qui pouvait faire basculer la partie, c'était drôle, quoi. Là c'est un peu plus prévisible, ça reste bien, c'est dommage qu'il n'ait plus la ténacité et qu'ils essaient de baisser la discipline à 8. Ils ont d'autres avantages, ils ont gagné un 7ème point de vie. Et finalement dans mes parties test, et j'ai affronté les géants aussi, je me suis rendu compte que 6 points de vie j'arrivais à les retirer, mais que ce 7ème fichu point de vie, il me cassait les pieds, et que du coup quand le géant adverse me fonçait dessus et qu'il avait plus 6 attaques, je rigolais moins parce qu'il me sortait 11 attaques, 11 attaques, quoi, juste ce monstre là. Ouais, c'est un peu lourd, quoi. Il a gagné plus en mouvement, donc il a un mouvement de 7. Et quand on lance du coup avec le cri de guerre, justement, il passe à un mouvement de 8, donc il va charger et il gagne la règle course rapide, donc il va charger exactement comme de la cavalerie. Ce géant, mine de rien, il suit la même règle, la règle née pour la baston, et donc le géant, maintenant il a plus que force 5, mais avec son gourdin et la règle des orques, il a quand même force 7 au premier round, et après il tombe à force 6, PA 3, bon il fera du piétinement force 5 avec PA 2, mais il a quand même un paquet d'attaques. Sachant que une des faiblesses du géant c'était aussi sa CC de 3, comme tous les monstres, hein, c'est pas foufou en général les capacités offensives ou défensives des monstres, mais là le sort primaire des orques et gobelins qui me permet d'avoir la haine contre un régiment vient compenser cette petite faiblesse, et du coup une charge combinée géant-gobelin, et mine de rien les gobelins apportent la bannière, apportent les rangs, et puis le géant il apporte les pertes, le piétinement, voilà, quoi, il y a des choses à faire. Et voilà, j'ai tout présenté. J'ai pas dit le coût des géants, pardon. Les géants ils coûtaient 320 points chacun avec leur gros gourdin. Donc, parlons du gros gourdin du géant. Et en total je suis à 4498. Tant pis pour le tout pile cette fois-ci. Et puis voilà, ça va être super, ça va être rigolo. On va rencontrer plein de monde. On va avoir une salle, je pense, énorme pour accueillir autant d'équipes, 36 équipes, 216 joueurs, c'est quand même un gros truc. Et puis voilà, quoi. Puis mince, il fallait bien quelqu'un pour représenter la Bourgogne, parce qu'avant on avait juste une équipe de Bourgogne-Franche-Comté, donc plus des Francs-Comtois, et il n'y avait pas d'équipe de Bourguignons, donc ça allait pas du tout. Il fallait absolument que l'on fasse ça. Voilà. Donc sur ce, je vous dis bon jeu à tous, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Warg! Joyeux enfant de la Bourgogne, je n'ai jamais eu le guignon.
Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon.